Vous êtes peut-être demandé, en regardant Café Picouli, parfois, vous avez peut-être eu envie d'en savoir plus sur notre invité, plus sur son travail, sur son univers. Alors on a décidé de consacrer une émission un peu en réduit, en reprenant les différentes séquences de l'émission. Échecs et maths, ping-pong, passion d'auteur et journal intime. Aujourd'hui, cette mémoire du zinc est consacrée à Pierre Arditi. Pierre Arditi, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a une petite chose dans votre bio qui m'a surpris, c'est que vous avez commencé par vendre des assurances. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Oui, Alors, je me demande avec le thème de la pièce, si c'était des assurances vie. Non, c'était pas des assurances, c'était des assurances maladie. Alors oui, ça a quand même un vague rapport avec la pièce. Tout Alors, la pièce, justement, parlons-en, c'est la danse de l'Albatros au Montparnasse, une pièce de Gérald Silberas et Patrick Kerbrat pour la mise en scène. Oui, parce que c'est quand même un rôle important. Vous êtes dans cette pièce. Elle est symboliquement très importante dans la pièce. Voilà. Oui. Alors on va un peu raconter ce que c'est que cette danse de l'Albatros. C'est une singularité quand même assez extraordinaire de cet animal. Oui, c'est-à-dire que l'Albatros forme un couple pour la vie avec sa femelle. Et tous les 3 ans, ils se séparent et puis tous les 3 ans, ils se retrouvent. Il y a une espèce de grande concentration comme ça. Et ils se retrouvent, ils se reconnaissent parmi des milliers d'autres oiseaux. Ils font une sorte de danse amoureuse comme ça. Chaque danse est unique. Et l'Albatros reconnaît la femelle qui lui est destinée. Ça laisse rêveur, ça. Oui, ça laisse rêveur. On aimerait pouvoir reconnaître à ce point-là une femme. Alors, ce qui vous donne l'occasion d'exécuter cette danse de l'Albatros sur scène. Oui. Je le dis pour tous ceux qui iront voir le spectacle, c'est un moment... Il exécute mal d'ailleurs parce qu'il a mal à ses trapèzes, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Dans cette pièce, vous êtes Thierry. Oui. Qui a 55 ans, qui est un zoologiste, qui lui travaille sur les espèces en voie de disparition. Voilà. Et il y a une jeune fille de 24 ans, Judith, dont il est amoureux, il vit avec. Et il va rencontrer une Laurence, il va revoir une Laurence de 44 ans. Et il se demande s'il n'est pas en train de gâcher sa vieillesse avec cette jeune fille trop jeune pour lui. Donc le thème de la vieillesse, hein, le thème du différence d'âge. Oui, le thème... En fait, tout le monde est préparé à mourir. On sait bien que ça va nous tomber sur la tête, la tronche un jour ou l'autre. Par contre, on n'est pas vraiment préparé à vieillir. Alors c'est un thème au fond assez grave, mais Silberas choisit de le traiter sur le ton de la comédie, évidemment. Hein. En même temps, bon, la fin de la pièce vire sur quelque chose de plus nostalgique ou de plus douloureux. Et, au fond, on pourrait dire aux gens, venez, riez, c'est vous. Quoi. Ouais. Bon, mais alors, on sent dans cette pièce que Thierry est en colère contre ce vieillissement. C'est pas quelque chose qu'il subit comme ça, non. Il se révolte, il est en colère. Oui, parce que probablement à l'intérieur, il sent qu'il est encore extrêmement nerveux, comme un petit cheval. Bon, sauf que le petit cheval, les trapèzes. Exactement, il y a les trapèzes qui se rappellent à son bon souvenir, qui n'ont plus la même vélocité. Et puis tout est en train de lui dire qu'à un moment donné, il va basculer dans quelque chose d'autre. Est-ce que c'est pas Pierre Arditi, c'est un peu? Si. Mais moi, je le prends moins sur le ton de la comédie. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'au fond, d'une certaine manière, je peux exorciser des choses qui m'angoissent profondément en me foutant de leur gueule. Ça me fait du bien, finalement. Je crois que ça fait du bien aux gens aussi. Pierre Arditi plus en colère. C'est ce qu'on va voir là, avec Échecs et maths, puisque Échecs et maths, c'est l'occasion. Vous avez choisi dans la semaine qui vient de s'écouler quelque chose qui vous a... Ça m'a pas plu, oui. Oui, alors... Voilà, c'est notre petite pendule, c'est simplement le symbole de notre séquence. Alors, qu'est-ce qui vous a pas plu? Écoutez, ce qui m'a pas plu, c'est les réflexions, ou enfin les commentaires de 2 ministres qui ont trouvé que 2 footballeurs de l'équipe de France de football, Vieira et Thuram, pour ne pas les citer, ou plutôt pour les citer car ils sont exemplaires, ont acheté 80 places pour... le Stade de France pour au Stade de France. Et ils les ont offertes aux squatteurs de Cachan. Bon, c'est un joli geste, c'est un geste de gens jeunes vis-à-vis de gens qui sont dans l'adversité, qui n'ont commis aucun crime, et leur générosité est louable. Et ces 2 ministres ont trouvé ça choquant. Et moi, ce qui me choque, c'est que ces 2 ministres trouvent ça choquant, parce que on ne peut pas dire que ces gens-là sont particulièrement favorisés par la vie. Ils n'ont commis aucun crime, ils ne sont pas des délinquants, ils sont simplement dans le malheur. Ces 2 gamins qui jouent au foot et qui sont riches et nantis auraient pu s'en foutre. Non. Ils ont fait un acte agréable et un acte d'humanité citoyenne. Bon, eh bien, je ne vois pas là-dedans ce qu'il peut y avoir de choquant, sinon que peut-être on doit alors penser que ces gens qui n'ont déjà pas grand-chose
devrait avoir encore moins. Ça n'est pas impossible, mais alors là, je ne peux pas adhérer à ce discours. D'autant que certains ont dit que peut-être chez ces enfants-là, il y avait peut-être nos futurs champions du monde de football. Sans doute, voilà. Et c'est marrant parce que et Vieira et Thuram sont deux hommes de couleur, comme on dit poliment. Et on est bien content qu'ils soient français aujourd'hui. Alors peut-être que dans ces gens-là, qui sont dans l'adversité, dans le malheur, peut-être émergera ou émergeront des personnalités que la France honorera d'accueillir. Il vaudrait mieux qu'elle le fasse avant qu'après. Voilà, bon. Bah, merci beaucoup. Je crois que c'était voilà, une mise au point qui était intéressante et nécessaire. Alors, ping-pong. Ping-pong, c'est, bon, voilà, dans une vie d'artiste, on a des papiers agréables et des papiers qui le sont moins. Et on a envie que vous nous parliez de quelque chose, d'un papier qui vous aurait un petit peu heurté. C'est un papier d'une critique journaliste que j'aime bien d'ailleurs. Alors, je donne, c'est le symbole de la séquence, la petite balle. Elle calme. Cette journaliste, elle s'appelle Fabienne Pasco, elle écrit dans Télérama, et c'est quelqu'un de très bien que j'estime, et qui est venu voir une pièce de Brecht que je jouais avec Marcel Maréchal il y a quelques années qui s'appelle Puntilla et son valet Mati. Ah, maître Elle Puntilla. avait fait une très bonne critique du spectacle, une merveilleuse critique pour Marcel Maréchal, et elle avait dit qu'au fond, il fallait venir voir le spectacle pour lui, elle n'a pas dit un mot de moi. Évidemment, comme c'était l'autre rôle, je me suis dit, bah quand même, c'est bizarre. Donc ça m'a évidemment profondément blessé. Et elle mettait en commentaire que je jouais le personnage d'une manière trop romantique. Alors j'ai pris sur moi, sur ma blessure d'amour-propre, et j'ai un peu réfléchi à ce qu'elle disait, et je me suis dit qu'après tout, elle avait raison. Alors j'ai rectifié ma manière de jouer, parce que je trouvais que la critique était juste. Et je l'ai joué autrement, d'une manière plus rugueuse, et elle est revenue voir le spectacle, et elle a refait un papier qui était absolument formidable, et ça s'est bien terminé. Ceci étant, vous savez, je suppose que vous le savez, c'est Piccoli, pas Picouli, l'autre. Moi, on m'appelle Michel Picouli, voilà. c'est bon. Le Piccoli acteur, qui disait, moi je ne lis plus parce que tu comprends, quand je lis les critiques, si je remonte toute la filière de l'ensemble, je commence par être un génie et à la fin je suis un tas de merde. Donc je ne peux pas accorder de crédit à tout ça, donc je ne les lis plus. Moi j'ai du mal à ne pas les lire parce que souvent il y a des gens que j'estime dans la critique, il y a des gens dont je crois à la parole, gens comme Pasco, comme Marc Abru, comme Armelio et d'autres. Donc je ne peux pas m'empêcher d'essayer de voir ce qu'ils pensent et pour en tirer des enseignements. Et puis, vous savez, un bon papier, ça fait plaisir 5 minutes et un mauvais, ça vous emmerde pendant 6 mois. Alors, j'essaie de pas trop les lire non plus. Bon, mais en tout cas, c'était, je crois, un coup de chapeau à la place que peuvent tenir les critiques à leur fonction et leur montrer que, de temps à autre... Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Alors, une passion d'auteur. Alors, la passion d'auteur, c'est l'envie de parler. Alors, on utilise ce petit miroir de courtoisie. Oui. Voilà, oui, dans oui. lequel Alors, voilà. Je ne vais pas le mettre comme ça parce que je ne peux plus être pris en contre-plongée. C'est trop tard. Mais je vais shooter. Tiens, voilà. Ça va, là, oui. Voilà. Ah, c'est formidable en plongée. Ça allonge le visage. Alors, c'est bien, on a l'impression qu'on est plus jeune, forcément. Vous voulez que ça déflate ça voilà. déflate et flatte. Je vais parler là-dedans de l'auteur qu'au fond je chéris le plus, c'est Stendhal. Stendhal parce que c'est un des auteurs que j'ai lu très jeune, qui n'a pas été du tout rébarbatif pour moi. D'abord parce qu'il écrit dans une langue qui est absolument exemplaire. Il écrit un français qu'on rêverait de pouvoir utiliser. Et puis il y a une chose qui m'a fait vibrer, c'est le passage du Rouge et du Noir où Julien Sorel décide de prendre la main de Madame de Rênal sous cet arbre à la tombée du jour, et qui est un morceau d'anthologie. Ça n'est rien et en même temps c'est tout. Ça m'a rappelé à moi, mes émois adolescents, quand je n'osais pas prendre la main des jeunes filles dont j'étais amoureux et qui ne m'aimaient pas forcément. Ça rappelle des choses à tout le monde. C'est écrit magistralement et on se demande même comment, avec ces mots qui sont si admirablement ordonnancés, comme ils sont architecturés, comment on peut provoquer une émotion pareille. C'est le lot de Stendhal avec moi, et pour ça, je le lis et je le relirai jusqu'à ma mort, parce que je pense que c'est... je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui est mieux en moi, c'est aussi grâce à lui. Et Stendhal, je le lis tout le temps. J'ai le journal, par exemple, d'Henri Brulard. Je le relis tout le temps, oui. Je peux prendre 10 pages, comme ça je peux feuilleter au hasard, puis tout d'un coup je rentrer dedans. Puis tout d'un coup j'ai relu Lucien Leven, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois. J'avais un peu de temps devant moi, j'ai retrouvé ça, je me suis dit, tiens,
C'est marrant. J'ai commencé et puis je l'ai relu entièrement. Est-ce que vous avez envié Gérard Philippe d'avoir été le personnage stendhalien du cinéma, l'incarnation de Stendhal? Oui, bien sûr, je l'ai envié, mais il était idéalement... c'est un archange, Gérard Philippe. Alors, qui mieux que Gérard Philippe a pu incarner ça? Personne. Mais il n'empêche, et Dieu seul sait si j'ai aimé, au sens pur du terme, Gérard Philippe, c'est encore plus beau quand on lit Stendhal, simplement parce que, vous savez, c'est l'histoire du petit garçon à qui on demande, qui sort d'avoir vu les aventures de Tintin au cinéma, et on lui demande si ça lui a plu, et il dit non, ça m'a pas bien plu, et on lui demande pourquoi, et il dit parce que le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les albums. Voilà. Ah, c'est très beau. C'est beau. C'est beau. Voilà. L'idée C'est un peu ça, Stendhal. On a chacun son rêve Ouais. dans la tête. D'accord. Alors je reprends mon petit miroir de courtoisie pour me retourner vers l'ardoise. Après cette passion d'auteur, le journal intime. Le journal intime, c'est un petit moment d'intimité à qui vous aimeriez vous adresser sur le mode de l'intime. Et en cette circonstance, je vous donne cette caméra qui vous permet à la fois de vous voir et de... Pas et de en contre-plongée. Alors, on va remarquer même pas en vous contre-plongée, êtes c'est moche. maître des plans. Bon. Alors, quand j'étais très petit, j'ai demandé un jour à ma mère, c'est quoi la mort? Et elle m'a répondu, c'est comme quand tu dors mais tu rêves plus. C'est une réponse qui m'a profondément angoissé pour toujours. Donc je me suis juré que je ne dormirais jamais. Et comme tous les petits-enfants, évidemment, on m'a forcé à faire des siestes. Et je n'aimais pas ça parce que je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je dorme quand tout le monde vivait. Alors j'allais, on me mettait dans un grand lit que j'appelais le vaisseau, qui craquait, qui me faisait peur. On fermait les rideaux et c'était les nuits artificielles puisque dehors c'était le jour. Je fermais mes yeux et je n'acceptais pas ce sommeil. Et puis un jour, j'étais un tout petit peu plus calme. J'ai fermé mes yeux et j'ai entendu les bruits du monde autour. Les bruits des pas de ma mère dans l'appartement, des bribes de conversation qu'elle pouvait avoir avec ma grand-mère, et puis la circulation qui passait dehors dans l'avenue de Wagram, la petite ceinture, les autobus à plateforme qui avaient encore la chasse, parce qu'il y avait un receveur et il tirait cette chasse qui ressemblait à une chasse de chiottes, mais qui était simplement la chasse pour faire partir les tickets, et puis les vitesses du bus qui craquaient. Et donc j'ai fermé mes yeux très fort, et entendant tout ça, je me suis dit, mais finalement, c'est encore mieux, parce que je peux réinventer tout ça à ma manière. Maintenant que je ferme les yeux, je peux repeindre moi-même l'autobus, j'invente un visage au receveur, j'invente un visage aux gens qui descendent à l'arrêt ou qui y montent. J'imagine ma mère parlant avec ma grand-mère, je l'imagine déambuler dans la cuisine, je revois la cuisine, je pouvais repeindre le monde, et donc tout me disait que non seulement j'étais vivant, mais que les autres aussi vivaient à côté de moi. Donc j'ai décidé à 7 ans de ne plus dormir, ce que je fais depuis maintenant un petit peu plus de 50 ans. Oui, parce que vous êtes un travailleur forcené. Oui, mais parce que on me dit que je suis un boulimique. Je ne suis pas un boulimique. La boulimique, c'est une maladie. Je ne suis pas malade, ou alors je suis malade de la vie. Ça ne m'intéresse pas. Le sommeil ne m'intéresse pas, il ne m'apporte rien. Sauf si, encore une fois, j'ai suffisamment de conscience pour continuer de construire le monde. Donc, au fond, je me suis dit que vivant plusieurs vies dans la journée, d'une certaine manière, je vivrai 150 ou 200 ans, même si c'est faux. Au fond, je me persuade au fil des années que je tordrai le cou à cette chose qui ne manquera pas de tordre le mien, mais je recule l'échéance. Mais alors moi, je me demande, quand je vous entends, quand vous parlez de cet enfant imaginatif, comment cet enfant a pu imaginer qu'il allait un jour vendre des assurances, et comment il a mis tant de temps à dire oui à sa sœur pour se rendre au cours de Tania Belachova? J'ai pas mis beaucoup de temps. J'ai pas mis beaucoup de temps, et d'abord, je n'ai pas décidé de vendre des assurances. J'avais 17 ans, et comme tous les ados étudiants, j'avais pris un petit boulot comme ça pour me faire de l'argent de poche, parce qu'il n'y avait pas d'argent chez moi. Et j'avais un complexe très profond par rapport à ma sœur. Je ne m'imaginais pas acteur, je n'aimais pas ma tête, j'aimais pas ma voix, je pensais que je n'avais pas de don pour ça. Donc je me suis recroquevillé dans une position appartenant à une famille d'artistes sans fric. Je me suis dit, eh bien, je serai celui par lequel le fric arrive dans la maison. Nous aurons une maison à la campagne, comme mes petits copains de lycée. Nous aurons une DS-19 et c'est moi qui paierai tout ça. C'était la possibilité d'être un homme existant à côté de l'homme qui était mon père, qui pour moi a toujours été un phare. Il est peintre, il est encore vivant. C'est un homme qui a ébloui ma vie, qui l'éblouit encore d'ailleurs. Il a 92 ans. Votre fils est peintre? Mon fils est peintre, ça a sauté une génération. Ça a sauté une génération, oui. Et c'était un moyen d'être l'homme
au fond, c'était le moyen d'être l'homme que ma mère aurait voulu que je sois. Ma mère s'est jamais opposée à ce que je sois acteur, mais elle, son rêve aurait été que je sois un notable, un médecin, un avocat, voilà. Et mon père, lui, tu nous emmerdes, tu vas être acteur ou peintre ou musicien, tu vas être un artiste. Tu ne vas pas nous emmerder, la famille, une famille d'artistes, tu ne feras pas autre chose. Il avait raison. Et votre sœur, vous l'avez remerciée de ce jour où elle va remercier, on ne remercie jamais. Ma sœur, je ne la remercierai jamais assez. D'ailleurs, je ne la remercie jamais assez. Et donc, je lui dis, en face de cette caméra, que je vais mettre comme ça pour être un peu moins tarte. Voilà, comme ça, par exemple. Je t'aime et je te remercie infiniment. Merci Père Arditi. Voilà un très joli message. Voilà, on est arrivé, je crois que en déroulant ces séquences, on a un portrait de Pierre Arditi, en tout cas moi qui me plaît bien. Ça vous va? Ah, ça me, bon, en alors tout cas, ça me déjà plaît. ça. Alors, je vais rappeler la danse de l'Albatros actuellement au théâtre Montparnasse. Pierre Arditi, Jean-Michel Dupuis, Josiane Stoléru et Alexia Barlier. Voilà, dans une pièce de Gérald Cibleras, une mise en scène de Patrick Kierbra. Écoutez, Pierre Arditi, merci beaucoup. Merci, cher ami. C'était un plaisir d'être avec vous. Je crois que